et ajouter son grain de sel. Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? Le docteur, habitué aux sorties de Germaine, ignora la remarque et se prépara pour l'étape suivante. Il va falloir que je prenne sa température rectale, expliqua-t-il. Vous pouvez m'aider? Germaine sourit de toutes ses dents. Avec plaisir. Elle se tourna vers son beau-père. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise, grand-papa. La scène qui suivit fut un mélange de vaudeville et de drame médical. Attention, non, je ne l'ai pas là. Criait Germaine tout en s'agitant autour du fauteuil. Bonne fête, grand-papa. Hurlait elle pour couvrir les grognements de l'ancêtre. Une fois l'opération terminée, elle offrit un café au médecin pour calmer les esprits. Je vais aller me chercher un café dans la cuisine, grand-papa, dit-elle en s'éloignant avec un rire étouffé. Pendant ce temps, Carole cherchait désespérément ses livres de psychologie. As-tu vu mes livres, maman? Je les avais laissés ici hier soir. Germaine, tout en versant le café, répondit sans se retourner. Non, mais si tu les as laissés traîner sur le fauteuil de grand-papa, ils n'entendent plus rien. Elle faisait allusion à l'aspirateur qu'elle venait de passer avec un fracas assourdissant. Carole soupira. Elle voulait aider son frère Bruno et Geneviève à résoudre leurs problèmes de couple, mais Germaine avait une vision très différente de la médiation. Je veux m'impliquer, Carole, je veux être une leader, comme le gars en Syrie là, Boubédalibédagbad. Carole leva les mains au ciel. Ne t'en mêle pas, maman, et je ne plaisante pas, promets-moi de ne pas intervenir. Germaine croisa les doigts derrière son dos. Moi? Intervenir? Jamais. Mais dès que Carole eut le dos tourne, Geneviève entra dans la pisse. Germaine l'accueillit avec un sourire qui aurait pu glacer un glacier. Tu veux un petit biscuit, Geneviève? Prends-toi un petit biscuit. Geneviève, un peu hésitante, accepta. Geneviève, pourquoi tu tortures mon garçon? Lança brusquement Germaine, abandonnant toute prétention de politesse. Pardon? Bafouilla la jeune femme. C'est clair qu'il a fait quelque chose qui lui a fait de la peine, continua Germaine. Dès après moi, tu devrais t'y excuser. Geneviève resta bouche bée un instant avant de reprendre ses esprits. Moi? M'excuser? Madame Lebrun, je suis désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de lui, mais surtout, je suis désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. Germaine plissa les yeux. J'y espérais quelque chose d'un petit peu plus court, murmura-t-elle. Bruno arriva pile à ce moment-là. Geneviève a quelque chose à te dire, lança Germaine avec espoir. Oui, j'y espère que vous allez être très heureux ensemble, ta mère et toi. Cria Geneviève avant de sortir en claquant la porte. Casse-toi! Casse-toi! Hurla-t-elle encore. Bruno regarda sa mère, anéanti. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Germaine, tout en grignotant le biscuit refuse, essaya de se justifier. Je voulais juste mettre un petit biscuit. Elle a dit qu'elle cassait, tu as bien fait de la flasher. Mais c'est elle qui a casse parce que je ne suis pas sûr de vouloir emménager avec elle, expliqua Bruno. Tu veux partir de la maison? S'exclama Germaine, le cœur serre. Mais tu es bien trop jeune. Maman, j'y ai 33 ans. Cria Bruno. C'est ce que je dis. Répliqua Germaine avec une logique qui n'appartenait que à elle. Bruno s'en alla, furieux, laissant Germaine seule avec ses certitudes de mère possessive. Elle restait convaincue que personne ne pouvait aimer son fils aussi bien qu'elle, même si cela signifiait le garder dans son giron jusqu'à ses 60 ans. Chapitre 2. Le silence qui suivit l'entrée de Bruno n'était interrompu que par le tic-tac de l'horloge de la cuisine, un son qui semblait marteler l'importance de l'instant. Germaine posa son plumeau, ses yeux scrutant chaque micro-expression sur le visage de son fils. Elle savait que pour Bruno, Geneviève n'était pas seulement une petite amie, c'était une promesse d'avenir, même si Germaine trouvait cette promesse un peu trop bruyante à son goût. Bruno s'assit lourdement à la table de bois, la même table où il avait fait ses devoirs et où il avait pleuré ses premières écorchures aux genoux.
Il expliqua, d'une voix étouffée par l'émotion, que Geneviève avait décidé de rompre. Germaine, fidèle à elle-même, ne put s'empêcher de lâcher un petit commentaire sur le fait que l'écœurante était toujours celle qui partait la première. Mais en voyant la douleur sincère dans les yeux de son fils, elle adoucit immédiatement le ton. Elle lui proposa un petit café, la panacée universelle chez les Lebrun pour tous les maux de l'âme. Bruno, cependant, elle n'était pas des humeurs à discuter. Son repos était terminé et il devait retourner au restaurant où il travaillait. Germaine, ne voulant pas le laisser partir le ventre vide ou le cœur lourd, insista pour qu'il prenne un biscuit. Elle vantait ses pâtes douces, des biscuits dont elle seule avait le secret, affirmant qu'ils avaient le pouvoir de guérir même les ruptures les plus amères. Elle regarda son fils et s'éloigner, se demandant ce qu'elle pourrait bien faire pour arranger cette situation. Se mêler des affaires des autres était sa spécialité, surtout quand cela concernait le bonheur de ses enfants. Pendant ce temps, Carole revenait de son verre tranquille, ou plutôt de ce qu'elle espérait être une soirée apaisante. Elle trouva sa mère en train d'étudier ses propres livres de psychologie. Germaine, avec sa curiosité insatiable, avait décidé que si la science pouvait aider ses enfants, elle deviendrait la plus grande psychologue de Montréal en une soirée. Elle complimenta Carole sur sa persévérance, notant qu'étudier tout en travaillant comme serveuse était une preuve de caractère exceptionnel. Elle ajouta, avec une pointe de fierté maternelle, que l'homme qui réussirait à lui mettre le grappin dessus serait le plus heureux au monde. La conversation tourna rapidement autour du cas de Bruno et Geneviève. Carole, plus rationnelle, conseilla à sa mère de ne pas s'en mêler. Elle savait que les interventions de Germaine, bien que partant d'une bonne intention, finissaient souvent en catastrophe monumentale. Mais Germaine n'était pas du genre à rester sur la touche. Elle se voyait comme une leader, comparant son rôle à celui des grands dirigeants mondiaux, même si ses références géographiques étaient parfois un peu approximatives. La soirée fut interrompue par les plaintes de Grand-Papa. À 92 ans, il affirmait ne pas se sentir bien. Germaine, avec son humour noir habituel, lui rappela que c'était normal de ne pas être en pleine forme à cet âge-là. Pourtant, Carole s'inquiéta. Elle suggérait d'appeler le docteur Lépine. Germaine grimaça à cette idée, rappelant que ce médecin chargeait 100 piastres sous la table. Elle plaisanta sur le fait que le grand-père commençait à coûter cher, tout en précisant qu'au moins, il était assuré pour ses funérailles. Finalement, le docteur Lépine fut appelé. Il arriva avec sa sacoche de cuir usé, prêt à affronter l'énergie débordante de Germaine. L'examen de Grand-Papa tourna rapidement à la comédie. Le docteur demanda des échantillons de sel et des urines, ce que Germaine traduisit à son beau-père de manière très directe en disant que le médecin voulait ses bobettes. La situation devint encore plus absurde quand le docteur demanda à prendre la température rectale de Grand-Papa. Germaine, toujours prête à aider, s'improvisa assistante médicale, tout en lançant des plaisanteries sur la petite surprise que le docteur réservait au vieil homme. Au milieu de ce chaos médical, la vie continuait de suivre son cours imprévisible chez les Lebrun. Entre les peines de cœur de Bruno, les études de Carole et les soucis de santé de Grand-Papa, Germaine restait le capitaine de ce navire un peu fou, naviguant avec un rire sonore et un sens de la repartie qui ne faiblissait jamais. Elle savait que chaque jour apportait son lot de défis, mais elle était prête à les relever, un biscuit à la main et une blague sur les lèvres. Chapitre 1 Un ménage pas comme les autres. La cuisine de la demeure des Lebrun n'était pas simplement une pièce où l'on préparait le ragoût de boulettes. C'était le centre névralgique d'un univers complexe, régi par une main de fer dans un gant de velours un peu usé par l'eau de Javel. Au centre de ce royaume se tenait Germaine Lebrun, une femme dont l'énergie aurait pu alimenter toute la province de Québec par un soir de grand verglas. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les rideaux impeccablement repassés, illuminant une fine couche de poussière que Germaine s'empressait de traquer avec la ferveur d'un chevalier en quête du Graal. Germaine maniait son plumeau avec une précision chirurgicale. Pour elle, le ménage n'était pas une corvée, c'était une philosophie de vie, une manière de dire au monde que malgré le chaos ambiant, elle gardait le contrôle. Elle s'arrêta un instant, épongeant son front avec le revers de sa main, et s'adressa à une présence invisible, ou peut-être simplement à l'esprit de la maison. Elle aimait discuter ainsi,
partageant ses réflexions avec un public imaginaire qui, au moins, ne risquait pas de la contredire. « Bonjour et bienvenue chez Madame Lebrun », commença-t-elle sur un ton de confidence. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Grandpapa » À l'autre bout de la pièce, ou plutôt en provenance des profondeurs du fauteuil hérité d'une autre époque, une voix chevrotante se fit entendre. C'était Adélard, le beau-père, un homme dont l'âge exact faisait l'objet de nombreux paris au sein de la famille, mais qui se situait quelque part entre la naissance du chemin de fer et l'invention du pain tranché. « Cela fait 3 jours que je ne dors pas, Germaine, » se plaignit le vieillard en agitant une main squelettique. Germaine ne se laissa pas démonter. Elle continua de frotter le buffet en chaîne. « Allô? Je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. » Elle soupira, jetant un regard attendri mais agacé vers le vieil homme. « Je dis ménage comme si c'était un besoin vital, quand même. »« Ah? Bonne ta gueule, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse. » Elle se rendit compte qu'elle parlait d'elle-même à la 3e personne, un signe indiscutable que la fatigue commençait à peser. Mais il y avait toujours quelque chose à faire. Toujours un coin à récurer, un enfant à conseiller ou un beau-père à surveiller. Elle réalisa soudain, avec un petit sursaut de culpabilité, qu'elle avait oublié d'ouvrir la porte de la cave pour lui. C'était une habitude, une routine de sécurité un peu étrange, mais nécessaire dans cette maison où chaque geste avait une signification cachée. « Tais-toi, moi-même » s'exclama-t-elle en se tournant vers le miroir de l'entrée. « J'ai élevé 6 enfants toute seule, mais je n'ai pas un seul de ces petits monstres qui m'a donné autant de troubles que toi, Adélard. » Qu'est-ce que je disais déjà? Ah, oui! Le ménage. Elle se remémora alors la visite de monsieur le curé Saint-Pierre, quelques jours auparavant. C'était un homme bon, mais qui avait tendance à regarder les habitations des paroissiens comme si elles étaient des reflets de l'âme. Il s'était promené dans le salon, observant chaque bibelot, chaque napperon avec une attention soutenue. « Madame Lebrun, » avait-il dit avec un sourire bienveillant, « vous et le bon Dieu, vous tenez une maison d'une beauté merveilleuse. »« Merci beaucoup, monsieur le curé, » avait répondu Germaine en faisant une petite révérence. Mais dans son fort intérieur, elle ne pouvait s'empêcher de penser, « Vous devriez voir le bordel que ce serait si c'était le bon Dieu qui s'en occupait tout seul sans mon intervention quotidienne. » La vie de Germaine n'avait pas été un long fleuve tranquille. À l'âge de 18 ans, une époque où les rêves sont faits de dentelles et de promesses, elle s'était mariée avec Roger Lebrun. C'était le père de ce fils qu'elle chérissait tant, même s'il lui causait parfois des cheveux gris précoces. Elle se plaisait à raconter, avec cette franchise qui la caractérisait, qu'elle s'était mariée à cause d'une maladie très répandue à l'époque, la grossesse. Et dès le lendemain des noces, paf! Elle s'était retrouvée plongée dans le ménage, la cuisine et les langes, sans jamais regarder en arrière. La porte d'entrée s'ouvrit sur Carole, sa fille. Carole était une jeune femme moderne, persévérante, qui jonglait entre son travail de serveuse et ses études en psychologie. Elle portait sur ses épaules les espoirs de sa mère, même si leur relation était souvent parsemée d'étincelles. « Allô, maman » lança Carole en posant son sac sur la table. « Allô, ma belle » répondit Germaine. « Regarde, Grandpapa a l'air tout calme. Je ne sais pas pourquoi, mais profitons-en. » Et? Grosse soirée en perspective ce soir, toi, demanda Germaine en observant la tenue de sa fille. Ce n'est pas une grosse soirée, maman, rectifia Carole avec un soupir. C'est juste un petit verre tranquille. Un petit verre tranquille, répéta Germaine d'un ton sceptique. Ça, c'est ce que tous les hommes disent. Ils pensent que la vodka est un lubrifiant magique pour faire tomber les défenses plus vite.